Voilà, donc je vais passer plein écran puisque je n'ai qu'une seule image, donc touche F, mais vous n'avez sans doute pas besoin de le faire. Euh, une fois que vous enfoncez la barre d'espacement, vous arrivez à bouger l'image sans problème, comme ceci. Hein. Oui. Sinon, vous enfoncez la touche F pour passer en plein écran. Laquelle? La F1? F1? Non, la touche F sur le clavier. Ah. F comme full screen. Donc, une fois que vous êtes passé en full screen, là, c'est sûr, ça va fonctionner. Vous enfoncez la barre d'espacement sur le clavier, vous avez le raccourci de la main et vous arrivez à bouger l'image sans problème. Donc, c'est quand même mieux que de rester, comme on était avant, un peu coincé, non? Oui. Ok. Donc, je vais apprécier la qualité de cette image, je vais juger la qualité de cette image. La seule manière de juger la qualité d'une image, c'est d'afficher chaque pixel de l'image sur chaque point de l'écran. Donc, faire correspondre la trame des pixels de l'image à la trame des points de l'écran. Et ça, c'est le raccourci, le double-clic sur la loupe dans la palette des outils. Le double-clic sur la loupe dans la palette des outils, puis barre d'espacement et je bouge l'image dans sa fenêtre, voilà. Donc c'est vraiment là que je peux juger la qualité de l'image et me dire, tiens, est-ce que cette image de qualité, est-ce qu'elle est floue, voilà. Donc, double-clic sur l'icône de la loupe dans la palette des outils, c'est ce qu'on appelle le zoom 100%. Alors, rien à voir avec la dimension qu'aura l'image si on l'imprime. En fait, c'est vraiment faire correspondre la trame des pixels de l'image à la trame des points de l'écran. Chaque pixel de l'image s'affiche sur un point de l'écran. Et évidemment, ici, comme l'image comporte beaucoup plus de points, beaucoup plus de pixels que mon écran, elle ne s'affiche pas en entier. Bien, je vais zoomer en arrière. Donc, je suppose que vous connaissez le raccourci clavier. Barre d'espacement Alt et vous cliquez. Voilà. Sinon, vous avez Alt roulette, mais il faut connaître ce raccourci clavier pour zoomer, parce que quand vous serez dans une boîte de filtres, ce sera la seule manière de zoomer. Et puis, quand on comparera des images côte à côte aussi, c'est une chose qu'on va faire. On va comparer différentes versions des images côte à côte. En tant que photographe, ça va vous intéresser au plus haut point. Et vous allez remarquer qu'à ce moment-là, le zoom par Alt roulette ne fonctionnera pas. Il faudra absolument utiliser le zoom qu'on a utilisé ici, la barre d'espacement et la... attendez un peu que je vois. Barre d'espacement et touche Alt, oui, ça marche chez vous quand vous cliquez. Barre d'espacement, touche CTRL pour zoomer en avant. Donc barre d'espacement, touche Alt pour zoomer en arrière. Barre d'espacement, touche CTRL pour zoomer en avant. Mais on a aussi la possibilité de faire un rectangle de zoom. Ah ben donc dans ce cas-ci non, parce que j'ai enclenché, il y a une nouvelle version qui est enclenchée. On a la possibilité avec barre d'espacement, touche CTRL de faire cliquer et bouger de gauche à droite, voilà. Oui, ça c'est la nouvelle manière de zoomer. Le rectangle de zoom, si je veux le récupérer comme avant dans Photoshop, il faudra que je désactive l'option, mais n'en parlons pas ici. Voilà. Alors, je vais directement enregistrer cette image dans un format d'image non destructif, c'est-à-dire que le JPEG, ça va chaque fois que j'enregistre détruire les données. Donc là, je vais enregistrer dans un format non destructif. Évidemment, le meilleur format, c'est le format Photoshop qui est capable d'intégrer tout ce que Photoshop peut faire. Donc je vais dans le menu Fichier, Enregistrer sous. Fichier, Enregistrer sous. Et je choisis le format Photoshop. Donc c'est le premier de la liste. N'allez pas chercher Photoshop EPS, Photoshop PDF, Photoshop Brut, etc. Non, c'est vraiment Photoshop tout court. C'est le premier de la liste. C'est ce qu'on appelle le format natif du logiciel. Le format natif du logiciel, c'est le format qui est propre au logiciel et qui est capable d'intégrer tout ce que le logiciel peut faire. Les autres formats de la liste, il y a certaines choses que Photoshop sait faire et qui ne seront pas intégrées. Les calques, il y a plein de formats qui ne savent pas intégrer les calques notamment. Les couches alpha, des choses comme ça. Donc voilà un peu un petit panorama des formats et la manière dont ça fonctionne. Vous avez ici, justement, dans la boîte enregistrée sous, la fameuse option qui permet d'intégrer un profil à l'image. C'est là qu'on coche ou qu'on décoche, suivant qu'on veut ou pas intégrer un profil à l'image. C'est quoi le profil à l'image? En fait, oui, c'est une métadonnée. En fait. Donc ça va intégrer dans les métadonnées le fait que c'est une image qui est prévue pour des matériels sRGB. Si je n'intègre pas ça, si il n'est pas mis dans le nom quelque part que c'est une image sRGB, si je refile cette image à quelqu'un, il ne saura pas que c'est une image sRGB. Et il va peut-être l'ouvrir en tant qu'image Adobe RGB, en tant qu'image d'un autre type, et les couleurs vont changer. C'est ça le problème. Donc on a intérêt à faire ça. Ça va alourdir un tout petit peu le fichier, mais c'est vraiment, il vaut mieux le faire.
Si vous savez ce que vous faites, si le profil sRGB qui est attaché à cette image, il a vraiment une raison d'être, ce n'est pas une erreur, vous avez vraiment intérêt à inclure le profil sRGB au fichier d'image. Les métadonnées comme le profil, ce sont des informations qui accompagnent le fichier, mais ça. Donc en effet, les métadonnées ne changent rien à l'aspect de l'image en fait. Hein. C'est juste des informations supplémentaires qui sont utilisées notamment par Bridge quand on fait du catalogage d'images. On peut donner dans Bridge des notes de qualité à ces images. On peut leur donner des mots-clés. Enfin, les métadonnées, il y en a plein. Vous voulez qu'on aille jeter un petit coup d'œil là-dessus? Oui, allons-y. Hein. Vous avez déjà fait? Ah oui. Fichier information. Bon, ok. Ça a changé un peu dans Photoshop CC 2014. Donc, vous avez vu ça avec pendant la formation photo, mais les métadonnées. C'était les métadonnées de l'appareil photo. De l'appareil photo, elles sont là-dedans quelque part. Ouais, données de l'appareil photo. Voilà, elles sont là, voilà, en effet. Bon. Ok. Et on vous a parlé de l'historique dans les métadonnées. Alors il faut savoir que tout ce qu'on fait sur une image dans Photoshop, si on veut, on peut avoir une description qui va se trouver dans l'historique, dans les métadonnées. Ça c'est pratique notamment pour quand on travaille pour un patron et le patron veut avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on a fait sur l'image. Il peut aller voir, il peut aller prendre l'image, l'ouvrir dans Photoshop, aller voir les métadonnées et il va voir tout ce qui a été fait au niveau du travail sur l'image. Il y a aussi des systèmes qui permettent de linker directement ça pour que le patron voit en direct tout ce qui est en train de se faire dans Photoshop sur les images. Donc ça veut dire que dans cette partie-là des métadonnées, vous êtes tous allés dans le menu fichier information et vous avez la partie Photoshop. Dans cette partie-là, vous avez l'historique du travail qui est fait sur l'image. Et donc là, dans les informations. Donc en fait, les métadonnées sont toutes là. D'accord. Et parmi les métadonnées, on a celles qui concernent ce qu'on appelle le journal, l'historique en fait. Okay. Ce qui a été fait sur l'image. Qui s'inscrit automatiquement en fonction de ce Non, ça ne s'inscrit pas automatiquement. Si vous voulez qu'on enclenche ça, ben on va le faire. On va aller dans les préférences de Photoshop. Donc moi je suis sur un Mac, j'ai un menu Photoshop que vous n'avez pas sur PC, mais vous allez dans le menu édition, vous, sur le PC. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les préférences. Préférences. Voilà, vous allez enclencher Journal de l'historique dans les préférences générales. Journal de l'historique. Voilà, donc Journal de l'historique est enclenché. Et vous avez la possibilité, donc c'est d'office, il est indiqué que ça va enregistrer l'historique dans les métadonnées, c'est-à-dire une description de tout ce qu'on fait sous l'image. Voilà, donc ça peut être intéressant éventuellement. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer ça dans un fichier texte. Alors dès qu'on enclenche l'option fichier texte, ça nous demande où enregistrer le fichier texte, ou les deux, dans les métadonnées et dans un fichier texte. Mais bon, ici on va simplement faire dans les métadonnées, c'est-à-dire que la description de tout ce qu'on va faire sur l'image va se trouver uniquement dans les métadonnées de l'image. Pour voir ce que j'ai fait sur l'image, pour avoir la liste des opérations faites, je vais devoir ouvrir l'image et les voir dans les métadonnées. Ou aller par Bridge, on peut aussi voir ça par Bridge sans ouvrir l'image dans Photoshop, mais voilà, voilà. Et vous avez différentes manières d'écrire les choses. Bon, ben voilà, c'est la seule chose à faire, hein, enclencher le journal de l'historique dans les préférences générales. Vous cliquez sur OK, et on ira jeter un petit coup d'œil plus tard, une fois qu'on aura fait quelques opérations sur l'image, vous allez voir que dans les métadonnées de l'image, dans la partie Photoshop historique, tout sera écrit. Ça a un intérêt relatif. C'est vous qui voyez à quel point ça peut être intéressant pour vous d'avoir une inscription de tout ce qui a été fait comme opération sur une image. Et si on avait cliqué fichier? Ok. Donc je vous rappelle qu'ici c'est pour démarrer. On est en train de voir où vous en êtes dans Photoshop. Et puis après on partira sur des choses plus spécifiques. Je vous propose éventuellement Après je vous propose éventuellement de voir comment on fait des sélections sur des personnages avec des cheveux.
enfin personnages ou animaux ou quoi, des choses un peu vaporeuses Ah ouais. et complexes d'une manière générale. On commencera d'abord peut-être par un arbre, c'est plus facile, et puis après on verra comment on fait ça sur les cheveux, parce que c'est typiquement le genre de problème qu'on a. Alors voilà, on a affaire à une bestiole qu'on veut extraire de son décor pour pouvoir la placer ailleurs. Donc typiquement c'est un travail de photomontage, ça fait partie du boulot de photographe, de faire des trucages photos, d'assembler des éléments ensemble. Et cette bestiole, pourquoi j'ai choisi cette bestiole particulièrement, c'est parce qu'elle est intéressante, parce qu'à certains endroits, elle est plutôt nette, notamment sur les pattes, mais c'est jamais très net, hein, il y a quand même du poil. Et à d'autres endroits, elle est duveteuse. On a du poil transparent. Enfin, en quelque sorte, hein, du poil transparent, c'est-à-dire il y a un duvet et on voit partiellement le décor à travers les poils. On est d'accord? Alors voilà, on va faire la méthode de la couche alpha. Donc ceux qui ont fait du labo photo traditionnel connaissent certainement ça. Si je vous dis rubylite, ça vous dit quelque chose? Il y a personne ici qui a fait du labo photo traditionnel? Le rubylite, ce truc-là, ça vous dit rien? Eh bien, en fait, si je vous en parle, c'est parce que Photoshop est évidemment une transposition d'outils de la vraie vie, en fait. Hein. Donc, ce qu'on trouve dans Photoshop est une transposition de choses qui existent dans la vraie vie et qui ont été améliorées, évidemment, numérisées. Et ce qu'on va faire ici, c'est le système du masquage, en fait, qui correspond à la fameuse rubylite des labos photo. Alors, vous allez faire apparaître la palette des couches. Vous devriez avoir, vous devriez avoir le groupe de palettes calque couche tracée qui est là, en bas à droite. On va détacher la palette des couches, ce sera plus facile. Donc, on va prendre l'onglet couche et on va le détacher comme ceci. Et on va agrandir comme ceci, voilà. Donc, palette des couches. Alors, tant qu'on y est, on va directement agrandir les vignettes. Donc, menu de la palette des couches, on va jusqu'à option de panneau et on va demander des grandes vignettes. Voilà. Au niveau des couches, tout le monde voit ce que c'est? Oui, pas de problème, je suppose. Hein. Donc, c'est grâce à ça que les couleurs de l'image sont faites, en mélangeant 3 lumières de base, rouge, vert et bleu. Voilà. Et c'est ce qu'on voit ici. Et par facilité, vous avez en haut une vignette RVB, mais dont on pourrait très bien se passer, elle pourrait pas exister, elle pourrait ne pas exister, c'est juste un truc qui nous permet de réactiver rapidement les 3 couches d'un coup, en cliquant sur le mot RVB. Donc on est d'accord, la palette des couches contient les couches constitutives de l'image, ce qui sert à faire les couleurs dans l'image. Et nous allons, dans cette palette des couches, ajouter une nouvelle couche qu'on appelle une couche alpha, qui va nous servir à faire une sélection. Et donc vous cliquez sur l'icône du bloc de feuilles. Voilà, créer une couche, voilà. Et on a une couche alpha remplie de noir qui arrive. Dans une couche alpha, c'est ce qui est blanc qui fait la sélection. Et donc si j'essaye d'utiliser cette couche alpha actuellement pour faire une sélection sur l'image, pour ne travailler que sur une partie de l'image, parce que c'est mon but au final, c'est d'avoir uniquement la sélection de l'IN entière. Hein. Mais actuellement, donc cette couche alpha, elle ne sélectionne rien, il n'y a aucun pixel blanc dans la couche alpha, mais justement c'est le boulot qu'on va faire. On va manuellement créer la sélection sur l'IN. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Quick Mask et qui utilisent le Quick Mask de temps en temps, ça vous dit quelque chose ceci? Bon, là, alors le Quick Mask, c'est juste une couche alpha temporaire. Donc ce qu'on vient de faire, on vient de faire une couche alpha permanente, c'est-à-dire qui va rester dans l'image quand j'enregistre le fichier et que je réouvre, tandis que le Quick Mask, c'est la même chose quand on l'enclenche, mais ça fait une couche alpha temporaire, c'est-à-dire c'est juste le temps de travailler. Voilà, quand vous enclenchez le Quick Mask ici, vous avez une couche qui apparaît, masque, et on retravaille normalement au pinceau dedans, on fait nos sélections, et on désenclenche comme ceci, et la couche qui était apparue a disparu de la palette des couches. Alors, tenez ceci à l'œil parce que souvent vous allez enfoncer juste la touche Q sur le clavier et ça enclenche le masque. Et parfois ça bloque complètement Photoshop et vous ne savez pas pourquoi Photoshop bloque. Et voilà, c'est à cause de ce genre de détails. Il y a quelques petites choses comme ça dans Photoshop à tenir à l'œil pour éviter de rester coincé
C'est-à-dire qu'une fois que dans Photoshop vous n'arrivez plus à avancer, il y a un problème, il faut checker quelques petites choses comme ça et je vais vous en parler au fur et à mesure. Et ça, notamment, c'est le Quick Mask, vérifier que ceci n'est pas enclenché. Oui, souvent on crie au bug, hein, quand Photoshop ne fonctionne plus, on dit Photoshop bug, et j'ai dû redémarrer Photoshop pour que ça fonctionne, mais souvent, sachez-le, les bugs se situent entre l'écran et le dossier de la chaise. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc cette couche alpha est remplie de pixels noirs, je vois les pixels noirs là derrière, mais je vais demander que ces pixels noirs s'affichent en transparence, et donc je vais cliquer sur la petite case ici en face de RVB. Je ne clique pas sur la vignette RVB, je suis toujours en train de travailler sur la couche alpha, mais j'ai affiché toutes les couches. Donc il faut considérer que la palette des couches ici est comme la palette des calques en deux colonnes. Il y a la colonne de gauche qui vous permet de gérer la visibilité des couches, c'est les yeux, et il y a la colonne de droite qui vous permet de gérer l'activation des couches. Donc la situation est la suivante, je suis en train de travailler sur la couche alpha et toutes les couches sont affichées. Et donc la couche alpha fait en sorte maintenant que les autres couches sont affichées, la couche alpha apparaît en transparence. Ce sont toujours des pixels noirs, mais ils apparaissent en rouge transparent. Alors, évidemment, dans certains cas de figure, notamment si vous travaillez sur des tomates, par exemple, des tomates rouges, pas vertes, des tomates rouges, la couche rouge transparente, ça va vous gêner. Il faudra changer la couleur de la transparence de la couche alpha. Ben, on va le faire tout de suite, comme ça vous allez voir. On va double-cliquer sur la couche alpha. Et ici, dans couleur, je clique sur couleur, voilà, et je change. Je vais choisir un vert, peut-être pas trop saturé, on va un peu le désaturer comme ça. Ok, ok. Et voilà, on a les mêmes pixels noirs qui maintenant s'affichent en vert transparent. Donc en fonction de l'image, vous devrez parfois changer la couleur de la transparence, bien entendu. Ok, si vous avez choisi du bleu, c'est une mauvaise idée parce que l'œil humain est peu sensible aux détails dans le bleu et donc vous allez vous fatiguer les yeux inutilement. Ok. En général, on prend du rouge ou du vert transparent. Bien. Et alors là, le principe, c'est que je vais dessiner au pinceau l'intérieur de cette bestiole, mais je vais m'arranger pour que le bord de la bestiole reste dans la zone verte transparente. C'est-à-dire que pour être sûr que quand je vais amener la bestiole vers un autre décor, pour être sûr que le décor original ici n'apparaisse pas, je vais je vais vraiment laisser tomber une petite partie, un petit bord de la bestiole. Je vais l'affiner un tout petit peu. Alors, voilà. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à zoomer. Il ne faut pas travailler en petit, évidemment. Il faut profiter au maximum de son écran. Donc, vous zoomez. Et pendant que vous allez dessiner au pinceau l'intérieur de la bestiole, vous allez être amené à régulièrement enfoncer la barre d'espacement pour bouger la bestiole au fur et à mesure qu'on fait le tour de la bestiole. Le pinceau, c'est le pinceau figurant. Donc, vous activez le pinceau. Voilà. Le pinceau, actuellement, devrait dessiner en noir, mais c'est pas ce qu'il nous faut. Mais on a du blanc dans la case d'arrière-plan et on va rapidement inverser avec la touche X sur le clavier. C'est vrai qu'on peut enfoncer cette double flèche ici pour inverser, mais si chaque fois que vous voulez inverser du blanc au noir, vous enfoncez ça va vous faire perdre du temps. Donc, touche X pour inverser rapidement les cases de premier plan et d'arrière-plan. Il nous faut du blanc dans la case de premier plan, qui est celle qui est utilisée par le pinceau, en fait. Ben oui, parce qu'on va dessiner la silhouette de la bestiole en blanc dans la couche alpha noire. Et quand on va utiliser la couche alpha comme sélection, on aura vraiment la sélection de la bestiole entière. Ok, donc là, il vaut mieux que vous ne commenciez pas tout de suite, parce que je vais vous montrer rapidement comment ça marche après. D'abord, pour changer la dimension du pinceau, il y a possibilité ici d'aller modifier l'épaisseur, la dureté. Vous n'avez peut-être pas ceci directement. Non, vous n'avez pas la même chose dans Photoshop CC tout simple. Moi, je suis... Si, vous l'avez? Vous avez le rond ici aussi? Ok, j'ai rien dit. Mais en tout cas, voilà, c'est une perte de temps d'aller modifier la dureté, c'est-à-dire le degré de flou et l'épaisseur du pinceau par là. Il vaut mieux le faire par le raccourci clavier. Alors, le raccourci clavier, je vous le donne ici. Vous allez enfoncer les touches CTRL-ALT sur le clavier. Alors, ce qui est marrant, c'est que
oui, c'est très marrant d'ailleurs, vous allez rigoler beaucoup. Suivant qu'on est sur un Mac ou un PC, ce sont les mêmes touches, CTRL et ALT. Ok, ça vous fait pas rire, c'est pas grave. Ça marche pas. Donc, CTRL, ALT sont enfoncés sur le clavier. Et en ayant ces deux touches enfoncées, vous allez enfoncer le bouton droit de la souris. Mais alors, c'est là que ça change. Chez moi, je suis sur un Mac, c'est le bouton gauche. C'est toujours CTRL ALT, mais sur le Mac, c'est le bouton gauche de la souris. Sur le PC, c'est le bouton droit. Vous êtes sur un PC, vous avez CTRL ALT enfoncé, et vous enfoncez le bouton droit de la souris. Et vous bougez de gauche à droite, et ça modifie le diamètre. Vous bougez de haut en bas, ça modifie la dureté de la brosse. Bien. Alors je suppose que vous êtes au courant que quand vous avez une petite croix comme ça qui apparaît, c'est assez ennuyeux. C'est à cause de la touche verrouillage majuscule qui est enfoncée sur votre clavier. Donc si votre touche verrouillage majuscule est enfoncée sur le clavier, vous la désenclenchez si vous voulez voir le diamètre de la brosse. Bon, alors, là je vais dessiner ça. Vous pouvez regarder et puis vous allez tester après. Ça va aller assez vite. Vous allez voir un peu la philosophie. Je vais prendre ici une brosse pas complètement floue, mais pas complètement nette non plus. Je vais prendre entre les deux. Un diamètre assez petit. Le museau est quand même fort net en fait. Hein. Pour la partie du museau, j'ai quand même pas intérêt à prendre plus net. Voilà. Et alors, je dessine l'intérieur de la bestiole comme ceci. Voilà. Ok. Je peux revenir par l'extérieur, touche X pour inverser, pour avoir du noir dans la case de premier plan. Et là, je ramène du vert transparent, mais en fait, je ramène du noir dans la couche alpha. Donc, je vous ai dit, il faut vraiment être sûr de ne pas avoir le bord de la bestiole. Il faut laisser le bord de la bestiole dans la zone verte transparente. Ok, je réenfonce la touche X, je dessine donc en blanc. Et je vais aller m'intéresser à la suite. Alors, pour bien voir ce que je fais, je vais peut-être temporairement aller enlever l'œil en face de la couche alpha pour voir un peu ce qu'il y a là derrière exactement. Ok, donc nous avons la bestiole qui est comme ça. Donc, elle a des poils un peu plus flous à cet endroit-là. Donc, je vais prendre une brosse un peu plus grande, un peu plus floue, et aller comme ceci, dessiner la bestiole. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, on pourra remodifier ça. Ouais, vraiment super précis, quoi. Alors, difficile de répondre à cette question. Faut-il être super précis? Disons que si tu es d'habitude perfectionniste, je vais répondre non, il ne faut pas être super précis. Si d'habitude tu fais les choses complètement foireuses, je vais dire oui, il faut être super précis. Voilà. Mais non, il ne faut pas être super précis. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez comprendre parce que je vais passer sur les poils ici. Il ne faut pas que chaque poil, j'essaye de le détourer, en fait. Hein. C'est une suggestion du duvet, en fait. Hein. Et alors, j'enfonce régulièrement la touche X pour venir retravailler par l'extérieur. Voilà. Pourquoi faire pour aller à l'extérieur? Pour repasser? Oui, pour redessiner parce que j'ai dépassé, parfois. J'ai parfois dépassé... voilà. Donc, le principe, c'est que régulièrement, je vais devoir changer la dimension de la brosse et n'hésitez pas à faire CTRL-Z de temps en temps aussi. Hein. Vous savez évidemment que pour faire CTRL-Z plusieurs fois sur Photoshop, il faut faire CTRL-ALT-Z pour aller plusieurs fois en arrière dans Photoshop. Et le flou, la brosse floue, elle ne prend pas tous les pixels en fait. C'est ça? Donc, la brosse floue, c'est pour faire les poils ici. Je vous montre ce que je viens de dessiner. Si j'enlève l'œil maintenant en face de... Oui, parce que tout à l'heure, j'ai enlevé l'œil en face de la couche alpha pour voir l'image, pour un peu me situer. Mais si maintenant j'enlève l'œil en face de RVB, je vois la couche alpha. Et alors, tous ces pixels gris, avec différents niveaux de gris, c'est de la transparence en fait. C'est ça le principe. C'est ça le principe, c'est que je suis en train de dessiner sur le bord de la bestiole de la transparence. Ça, c'est vraiment le B à bas du travail dans Photoshop. Hein. Si vous connaissez cette technique de la couche alpha, vous arriverez à faire des sélections sur n'importe quel objet. Une fois que l'objet est sélectionné, vous arrivez à l'emmener et l'utiliser dans n'importe quel montage. Donc je vais continuer, je réaffiche RVB. Enfin, vous avez compris le principe. L'intérieur de la bestiole, on ne s'en occupe pas. Ne pas oublier de bien zoomer. Là où c'est flou sur la bestiole, je prends une brosse à bord flou.
et je laisse le bout des poils dans la zone verte transparente. Si jamais j'ai dépassé comme ceci, ben soit j'annule, soit touche X et je reviens travailler par l'extérieur en vert transparent dans ce cas-ci. Touche X, je redessine en blanc et je continue à travailler. Alors, on verra plus tard qu'on n'est pas obligé que ce soit nickel dès le début, parce qu'après on pourra venir retravailler ça. Parce que c'est ça le principe en fait, quand vous utilisez des images, là je ne suis pas sûr, hein, on imagine que je suis en train de faire une production, je ne suis pas sûr que c'est cette image-là qui sera finalement retenue pour le projet final. Donc, ne passez pas 15 minutes à faire une sélection propre sur une image sur laquelle vous n'êtes pas sûr que ce sera la bonne. Je vous expliquerai la méthode de travail après. Il faut faire une sélection rapide, comme ceci. Et puis après, on vient retravailler si finalement c'est vraiment la bonne image. Alors, on verra plus tard les cheveux, on verra qu'il y a des techniques si on veut que chaque poil soit vraiment pris en compte. Encore faut-il que l'image s'y prête, c'est-à-dire qu'il faut que l'élément à détourer, parce qu'en fait, ce qu'on fait ici, c'est du détourage, il faut qu'il se détache bien du fond, et ce n'est pas le cas ici. On a vraiment une hyène qui est brune sur fond brun, donc pour faire un détourage automatique de chaque poil, ça peut être un peu compliqué. Ça. Donc, là, je me suis gouré. Et oui, ça arrive. Voilà. Et évidemment, le trou devait rester vert transparent. Alors, si vous êtes photographe et que les affaires marchent bien pour vous, à un certain moment, vous allez peut-être vous dire que ça vous ennuie de faire ce genre de choses. Donc, il faut savoir qu'il y a possibilité de faire appel à des services en ligne. Je vous montre ça ici sur le web. Donc, je vous montre ici sur le web. Si vous tapez Clipping Path Service, vous allez tomber sur plein de services en ligne qui vous font ça pour vous, en fait. Clipping Path, ça veut dire tracer de détourage. Donc, c'est pour des objets à bord net. Mais, souvent, ils proposent également de le faire pour des objets à bord flou. Donc, je vais aller pas voir dans la partie image de Google, mais dans la partie web. Et je vais en ouvrir quelques-uns ici. Voilà. Bien. Donc, ce sont des services en ligne qui vous proposent de faire du détourage. Si vous êtes pressé et que ça vous ennuie de faire ce genre de choses, voilà, ça peut servir. Et alors, comme je vous disais, hein, ils vous font des détourages, notamment sur des choses très complexes comme les cheveux ici. Bon, voilà. Donc, c'est juste pour dire que si vous avez un jour 300 images à détourer pour la fin de la semaine et que vous n'avez pas le temps de le faire parce que vous avez autre chose à faire, il y a possibilité de faire appel à des services en ligne. Alors, ne soyez pas perfectionniste, faites ça rapidement parce qu'en fait, si vous avez foiré le bord de la bestiole, ça pourrait être retravaillé après. Parce que nous allons faire en sorte que ce soit retravaillable. Il vaut mieux prendre plus que la... Voilà. Là où ce sont les poils, un gros pinceau flou, en laissant le bout des poils dans la zone verte transparente.
Et là où c'est des parties nettes, comme éventuellement les oreilles ou le museau, un petit pinceau et un pinceau moins flou. Donc on module vraiment notre trait pour que ça corresponde à la réalité physique de la bestiole. Voilà. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enlever l'œil en face de RVB et le reste de la bestiole, vous allez pouvoir le remplir au pinceau blanc. Il y a des techniques pour faire ça de manière automatique, mais ça marche pas très bien. Disons que oui, ça marche, mais il faut connaître les astuces. Mais là, je m'autant vous dire de le faire manuellement. Donc même principe, hein, éviter de déborder. Donc cette technique-ci fait que, par exemple, le filtre fluidité qu'on peut utiliser aussi n'est pas, enfin, c'est pas assez adéquat. Et il faut pas oui, il faudrait pas le remplir avec un seau. Il n'y a pas le petit seau là, comme dans... Alors, le seau ne marchera pas parce que vous avez un bord flou à l'intérieur. Il faudrait normalement faire une sélection, l'élargir et puis remplir. C'est ça la technique. Mais j'aime autant faire comme ceci, ce sera plus simple pour tout le monde dans un premier temps. Alors on fait ça à la souris, mais bien entendu, vous connaissez l'alternative, je suppose. Vous ne voyez pas une autre manière de faire qu'avec la souris? Alors, crayon électronique, ouais. Le crayon électronique, oui, la tablette, comme vous dites, le crayon électronique. Évidemment, quand on fait de la retouche, il vaut mieux travailler avec une tablette. Bon, mais on va vous les sortir tout à l'heure, comme ça tout le monde pourra essayer en fait. Alors je vous amènerai aussi une tablette avec l'écran intégré si vous voulez. Comme ça vous pourrez voir ce que ça donne d'avoir directement l'écran dans la tablette. Plutôt que d'avoir la tablette sans écran et de devoir travailler sur votre écran habituel. Il y a des tablettes avec écran intégré, c'est ce qu'on appelle les Cintiq. Vous avez déjà vu ça? Bon, je ne vous l'ai pas amené aujourd'hui, mais je vais essayer de vous l'amener demain. Une petite, parce qu'il y en a des 24 pouces, mais celle que je vais vous amener, c'est la 13 pouces, en fait, c'est celle qui est portable. Voilà, donc on voit ici une personne qui travaille, donc c'est l'écran est dans la tablette, et il dessine directement sur la tablette au stylet. Mais, évidemment, ce genre de choses coûte un peu. Ceci dit, je suis pour l'occasion. Hein. L'achat d'occasion, il ne faut pas hésiter. Mais si vous n'aimez pas, achetez du neuf. Hein. Voilà. Parce que pour que le marché de l'occasion ait du bon matériel, il faut qu'il y ait des gens qui achètent du neuf de temps en temps. Voilà. Donc, achetez du neuf si vous voulez. Donc voilà, une tablette Intuos. Celle que j'ai montrée avant, c'était la Cintiq. C'est la gamme avec les écrans intégrés dans la tablette, mais vous pouvez très bien vous en sortir avec une Intuos. Et donc l'écran n'est pas intégré, vous devez regarder sur l'écran habituel. Les plus petites, pour faire la retouche photo, conviennent très bien. Donc c'est dans les 50 € en fait. Alors vous allez parfois avoir le mot bambou, mais en fait ça n'existe plus. Maintenant elle s'appelle Intuos. Voilà. Et donc on vous sortira les tablettes tout à l'heure, des grandes, comme celle-ci d'ailleurs. On vous sortira une tablette comme ça que vous pourrez tester pour ceux qui n'ont jamais testé. Celle-là, ces dimensions-là, c'est déjà dans les 350 € à peu près, un neuf. 350, 400 € neuf. Et les plus petites, qui conviennent tout à fait pour faire la retouche photo, vous en aurez à partir de à peu près 50 €.
Donc sachez-le, il faut absolument travailler avec une tablette, ça fait partie des petits investissements nécessaires. Eh oui. Ça se vend d'occasion aussi, vous allez trouver ça pour 20-30 euros d'occasion, de petites tablettes. Alors, n'hésitez pas, une fois que vous avez fait tout le boulot, à mettre à jour le fichier sur le disque dur, hein, parce qu'il ne faudrait pas avoir fait tout ça pour rien. Quoique dans Photoshop, il y a maintenant un système d'enregistrement automatique qui enregistre les données. Donc ça c'est nouveau dans Photoshop, possibilité d'enregistrer les données, c'est-à-dire que si on est un peu tête en l'air et qu'on oublie d'enregistrer, on va pouvoir éventuellement, en cas de plantage, récupérer. Alors je fais fichier enregistré, je mets à jour le fichier sur le disque dur, voilà, et j'ai ma couche alpha qui est prête à être utilisée. Pour revenir en arrière, comment est-ce qu'on fait? Donc, pour répondre à ta question, pour aller en arrière, c'est CTRL-ALT-Z. Et oui, c'est dans le menu Édition, Annuler. Mais on a aussi Aller vers l'arrière et on voit que c'est CTRL, enfin ici c'est le signe de commande sur le Mac, mais chez vous ce sera CTRL, ALT-Z. CTRL-ALT-Z, c'est Aller vers l'arrière plusieurs fois. Et oui. Bien. Donc, je réactive le travail sur RVB. Voilà. En cliquant sur le mot RVB. Donc, la situation est la suivante. J'ai les 3 couches rouge vert bleu qui sont activées et affichées. Et ma couche alpha n'est plus activée et n'est plus affichée. Donc, si c'est toujours le cas, si elle est toujours affichée, vous allez évidemment enlever l'œil en face, on n'en a plus besoin. Et on va utiliser la couche alpha. Donc on va récupérer cette couche alpha, on va dire que les pixels blancs doivent générer une sélection qui sélectionne à 100%, les pixels noirs ne génèrent pas de sélection, et les pixels gris, ils génèrent une sélection plus ou moins forte suivant leur intensité. C'est ça l'intérêt d'avoir dessiné avec un pinceau à bord flou et d'avoir créé naturellement différents niveaux de gris dans la couche alpha, c'est qu'on a différents niveaux de sélection sur le bord de la bestiole normalement, si vous avez fait ça avec un gros pinceau flou. Et donc, pour récupérer la couche alpha, le raccourci, c'est la touche CTRL du PC, commande sur le Mac, mais CTRL sur le PC, et on clique sur la vignette ici. Et voilà, on a la sélection qui apparaît sous forme de petits défilés de fourmis, les petits pointillés. Donc c'est la touche CTRL, et on clique sur la couche alpha, et ça rappelle la sélection. C'est donc l'équivalent de menu sélection, récupérer la sélection. Menu sélection, récupérer la sélection, mais on l'a fait par le raccourci parce que c'est plus habituel, c'est plus rapide. Bien. Et alors, vous pourriez vous dire, mais tiens, où est le flou sur le bord de la bestiole? Mais en fait, on ne le voit pas. Les pointillés ne savent pas vous montrer toute la subtilité de la sélection, mais la sélection est réellement subtile. Il n'y a pas de problème. OK. Et alors, vous gardez cette image-là telle qu'elle. Et on va aller en chercher une autre sur le web. Donc, si je vais voir dans les fichiers informations, les métadonnées Photoshop, je vois qu'il ne m'a enregistré que ce qui concerne les enregistrements ici. Je vais peut-être devoir aller demander dans... Enfin, vous voyez, je vous remontre. Hein, dans fichiers informations, les métadonnées Photoshop, il ne m'a pas enregistré tout ce que j'ai fait. Il ne me fait pas la description de tout ce que j'ai fait. Dans l'historique, il a mis quelque chose. Oui. Il donne que les sèves en fait, c'est pour l'instant. C'est ça, voilà. Et donc je vais aller dans les préférences générales et dire que je veux de manière détaillée. Dans données brutes, il a tout mis, je pense. Donc voilà. Si vous voulez que ça vous montre vraiment de manière détaillée tout ce que vous avez fait sur l'image, dans les préférences générales, journal de l'historique, vous l'avez enclenché, c'est bien, mais il faut demander en plus que ça indique de manière détaillée tout ce qu'on fait. Voilà. Et évidemment, ça ne sera valable que pour tout ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Donc, dans les préférences générales, journal de l'historique, c'est juste pour ceux que ça intéresse d'avoir un petit souvenir de ce qu'ils font. Dans chaque image que vous allez créer ici, pendant la formation, maintenant vous aurez
dans le journal de l'historique, vous aurez dans les métadonnées, vous aurez la totalité des choses qui auront été faites sur les images. Donc, OK. Donc on est d'accord, hein, dans fichier information, dans la partie qui concerne l'historique, ça ne vous a pas changé les choses. Hein. Ce sera pour tout ce qu'on va faire maintenant que ça va s'inscrire de manière détaillée. Ok, alors allons chercher une image sur le web. Donc, je vais par exemple indiquer ici désert ou voyez un peu ça. Si je tape reverse, moi je tape entre guillemets public domain. Bien entendu, dans la formation ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce qu'en fait, là, vous allez pouvoir aller chercher n'importe quoi comme image. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même que la mienne. Ce qu'il nous faut, c'est une image d'un décor dans lequel on va pouvoir essayer de mettre la bestiole. Ok, et je vais quand même demander des grandes images. Hein. Oui, attention, on va quand même demander des images de grande taille, pas des images moins d'1 mégapixel. Bon. Donc vous allez chercher juste un décor où vous allez pouvoir mettre votre hyène. Évidemment ici, elle sera tout petite si je la mets là-dedans. Ça ne va pas m'aider ça. Bon. Eh oui, avec les vaches, ça pourrait être bien, en effet. Mais elle n'est pas très grande, cette image. On va aller chercher un désert, finalement. Quoique... Enfin, peu importe le décor que vous allez chercher. Mais parfois, ça vous demande d'ouvrir directement dans Photoshop. Parfois, ça vous demande d'ouvrir directement dans Photoshop. Parfois, ça vous amène vers un site web non voulu. Mais ça, je vous expliquerai comment vous en sortir rapidement. Si, quand vous faites des recherches par image dans Google, ça vous amène vers un site web qui vous enquiquine. Alors vous pouvez prendre une ou deux images si vous voulez, vous allez pouvoir tester. Donc une fois que vous avez votre image, vous la convertissez en Photoshop, c'est mieux. Donc le meilleur format de fichier pour travailler les images dans Photoshop, c'est le format Photoshop. J'ai perdu mon lien. Alors, je suis plus sur Photoshop. Donc dans le bas du menu Fenêtre, on a la liste des images actuellement ouvertes dans Photoshop. Et on peut passer de l'une à l'autre, c'est une solution. Sinon, on a le raccourci pour passer d'une image à l'autre dans Photoshop. C'est contrôle tabulation. Tout le monde voit ce que c'est la touche tabulation. Donc tabulation, on fait contrôle tabulation et ça passe les images en revue. Mais je ne sais plus où il va Photoshop. Ok, donc je vais passer en mode multi-fenêtre, ce sera plus simple pour commencer. Touche F une fois, deux fois jusqu'à ce que je sois ici avec les onglets visibles.
Donc, mode multi-fenêtre, mais il n'y a qu'une seule fenêtre. Mais en fait, je vais détacher un des onglets en le prenant et en le bougeant comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment deux fenêtres. Donc, je répète. Touche F jusqu'à ce que vous voyez les onglets des images que vous avez ouvertes dans Photoshop. L'image de l'IN, je vais prendre son onglet, cliquer, glisser, ça crée une nouvelle fenêtre. Et ça va me permettre de déplacer la bestiole dans son nouveau décor, hein, qui sera celui-là. Donc sur PC, il est possible que l'onglet que vous n'avez pas détaché reste en mode plein écran. Vous pouvez aussi le détacher à nouveau pour avoir vraiment deux fenêtres flottantes si vous voulez. Il vaut mieux détacher les deux ou pas? Non, ça ne sert à rien de détacher le deuxième en fait, sur le PC. Ouais, la yen, c'est suffisant. Oui, et en fait même on peut faire, ce qu'on va faire ici, on peut le faire sans détacher, mais l'opération est un peu plus compliquée. Et j'aime autant qu'on voit visuellement les deux images en même temps quand on fait la chose. Pardon. Voilà, donc quand votre image de lien est activée, vous êtes en train de travailler sur elle, vous avez bien les couches RVB qui sont activées dans la palette des couches. Parce que si c'est la couche alpha, vous allez transporter les pixels blancs de la couche alpha dans l'autre image, et ça ne nous intéresse pas. Donc c'est vraiment les pixels de lien qu'on transporte, et il faut que ce soit, on travaille là-dessus dans la palette des couches. Il faut qu'on travaille là-dessus dans la palette des couches. Alors, on prend simplement l'outil de déplacement de pixels, voilà, et on le positionne dans la zone sélectionnée, et vous devriez voir une paire de ciseaux. Ouais. Vous enfoncez le bouton à la souris, vous le gardez enfoncé, et vous bougez sans lâcher la souris, et vous amenez le pointeur sur l'autre image, et ça transfère la bestiole. Petit souci. Impossible d'utiliser l'outil de déplacement car la couche de destination. Voilà, vous avez un message, donc je vais annuler ici le déplacement. Vous avez un message parce que vous êtes dans cette configuration-ci, sans doute. Vous avez bien l'image de lien qui apparaît correctement, Oui. mais vous êtes en train de travailler sur la couche alpha, sans doute, Non. qui n'est pas affichée. Non. Non? On va voir. Et quand on essaie de déplacer, voilà, la couche de destination est masquée. Oui, ça c'est le genre de message un peu sympa que Photoshop vous met, et si vous êtes débutant, vous ne comprenez rien du tout. La couche de destination est masquée. Bien, bien. Donc ça veut dire que la couche sur laquelle vous essayez de travailler, la couche alpha, est masquée. Mais c'est de toute façon pas la couche alpha que vous voulez transporter, donc il faut réactiver RVB. Réactiver alpha? Non, faut réactiver qui? Il y a des participants à la formation qui ont eu un message qui est celui-ci. Quand ils essayent de déplacer, Oui. comme ceci, on leur dit la couche de destination est masquée. Donc ceci est une erreur, il ne faut pas essayer de la faire. Ceux qui ont ce message-là, c'est parce qu'ils sont en train d'essayer de transporter les couches rouge, vert, bleu vers l'image, l'autre image, sauf qu'ils ne travaillent pas sur les couches rouge, vert, bleu. Ils travaillent sur la couche alpha. Et le problème, c'est que la couche alpha n'est pas affichée. Si elle était affichée, il ne m'aurait rien dit. Mais le résultat est foireux, c'est une hyène blanche. J'annule. Donc, vraiment, quand vous êtes en train de travailler sur l'image de l'hyène, vous devez être en train de travailler sur le RVB. C'est ça que vous voulez transporter. Et vous n'avez pas besoin de la couche alpha affichée. Et comment est-ce qu'on rend en bleu, comme vous faites là, les autres couches sur lesquelles on est censé travailler? Il a dit toujours la même chose. Donc, pour activer le travail sur l'image, on clique sur le mot RVB. Et c'est activé. Bon, ça apparaît peut-être pas en bleu chez vous, hein. Peut-être que c'est jaune, peut-être ça dépend comment l'ordinateur est réglé. Non, il ne veut pas. Bien, donc il y a chez certains parmi vous l'hyène qui est extrêmement grande dans le décor qui la reçoit. Vous n'avez rien vu. Donc, c'est parce que le décor contient peu de pixels. Parce qu'en fait, notre hyène, elle est pareille chez chacun d'entre nous, hein. Elle comporte le même nombre de pixels. Et donc, voilà, c'est pas un problème, c'est pas vraiment un problème. Alors, voilà, ceux qui ont ce problème-là, on va le régler rapidement. Ceux qui ne l'ont pas, vous ne faites rien. Si vous avez l'hyène qui a une dimension à peu près normale comme la mienne, vous ne faites rien. Ceux qui ont une hyène extrêmement grande, vous allez faire ceci. Pendant que vous êtes en train de travailler sur l'image, je vais fermer celle-ci d'ailleurs qui ne nous sert plus, voilà, l'image réceptrice, vous allez afficher la palette des calques.
Menu fenêtre calque, si vous ne voyez pas la palette des calques. Menu fenêtre calque, c'est classé par ordre alphabétique, donc c'est le C, c'est tout en haut. Voilà la palette des calques. Les autres peuvent regarder aussi leur palette des calques. En fait, quand ils ont transporté l'IN vers le décor récepteur de l'IN, elle est arrivée directement sur un calque qui est un niveau de construction. Ok, comme la palette des couches, comme on a fait tout à l'heure, on peut éventuellement faire des vignettes plus grandes si on veut. Ça, tout le monde peut le faire. Allez-y, menu de la palette des calques, option de panneau, et on va cocher la grande vignette ici. Voilà. Menu de la palette des calques, option de panneau, et on clique sur les grandes vignettes. Et voilà, on a une IN qui est entourée de transparence. Dans Photoshop, la transparence est symbolisée par ce damier, dont on va aller changer rapidement les couleurs parce que ça fait mal aux yeux. Donc il est possible que si votre IN est super grande, vous n'avez pas de transparence autour parce qu'elle occupe toute la place de l'image. Hein. Ok, donc ceux qui ont le problème de l'IN qui est trop grande, vous vous êtes peut-être dit, mais tiens, si vous connaissez un peu Photoshop, il suffit que j'aille dans Édition, Transformation manuelle et que je la fasse plus petite. Mais ça, c'est une erreur majeure. Parce que ça veut dire que votre décor contient trop peu de pixels pour montrer l'IN entièrement. Et le décor est faible au niveau de sa définition. Et tout ce que vous mettez dedans va devenir faible si vous redimensionnez vers le bas. Donc ici, je vais simuler le problème que certains ont eu, c'est-à-dire que, par exemple, je vais oublier dans Google de demander des grandes images et forcément, je vais me ramasser des images. Certaines vont être assez petites, en fait. Ok, donc visiblement, une image vraiment de très mauvaise qualité, seulement 480 pixels sur 320. Bon, elle existe certainement en meilleure qualité sur le web, mais pour vous montrer la chose que je veux vous montrer ici, je vais l'utiliser. On imagine que je n'ai vraiment que cette image-là et je suis obligé de l'utiliser comme décor. La voilà, je la détache, la voilà. J'oublie celle-là pour l'instant. Voilà. Petit problème avec Photoshop 2014 qui m'a quand même foutu pas mal de choses en l'air de mon ordinateur. Ok. Donc, on est dans le cas de figure où on a une image, celle de l'IN, qui est quand même très précise, 2000 pixels sur 1300, et l'image réceptrice, 480 pixels sur 320. Donc, visiblement, beaucoup plus petite. Donc, qu'est-ce qui se passe si je déplace mes 3 couches rouge, vert, bleu de l'IN avec mon outil de déplacement? Eh bien, évidemment, l'IN est immense dans le décor. Donc, je dois choisir un autre décor avec plus de pixels. Donc, ce qu'on appelle une image avec plus de définition. Sauf que je suis obligé d'utiliser l'image ici. On imagine que je n'ai pas le choix. Et je vais donc multiplier les pixels de cette image. Parce qu'en fait, si je ne fais pas la méthode de la multiplication des pixels, voilà ce qui se passe. Oui, il y a la possibilité de faire ceci. Il y a la possibilité d'aller, pour ceux qui connaissent déjà Photoshop, édition, transformation manuelle. Et je peux réduire la taille de mon IN dans le décor. C'est vrai. Voilà. On est d'accord, et je valide. Ben oui, édition, transformation manuelle. Sauf que mon décor est le maillon faible, il est trop peu précis. Tout ce que je mets dedans et que je réduis par transformation manuelle devient peu précis. Et d'ailleurs, si je compare l'image originale de l'IN et l'image que je viens de travailler, vous allez tout de suite comprendre la différence. Voilà l'image originale de l'IN, voilà l'image retravaillée. Voilà. On est d'accord? Il vaut toujours mieux agrandir l'autre que
Ben c'est ça en fait, c'est le moindre mal. C'est vrai que l'idéal c'est d'avoir une photo de décor qui contient déjà assez bien de pixels. Mais si vous n'avez pas le choix, il vaut mieux agrandir. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc je travaille sur l'image ici de gauche. Dans la palette des calques, je vais jeter l'IN que j'ai d'ailleurs réduite, j'aurais pas dû, mais je jette le calque dans la corbeille, dans le bas de la palette des calques. Je vais multiplier les pixels du décor ici par image, taille de l'image. Je vais passer en rééchantillonnage, doit être enclenché. Ça, c'est le moteur de multiplication des pixels dans Photoshop. Il faut absolument qu'il soit enclenché puisque je vais modifier le nombre de pixels dans l'image. Je vais aller au-delà des 480 sur 320. Quelle méthode de multiplication? Eh bien, dans Photoshop CC, on a une nouvelle méthode qui s'appelle conserver les détails, que vous n'avez pas dans Photoshop C6. C'est un nouveau calcul d'interpolation. Donc ça veut dire que Photoshop CC est meilleur que Photoshop C6 quand on doit agrandir des images. Donc c'est la méthode que je vais choisir, l'option conserver les détails, agrandissement. Au niveau du nombre de pixels dans l'image, je vais passer en pourcent ici. Vous voyez qu'actuellement, l'image fait 480 sur 320. Alors, je vais l'agrandir de combien? Je vais aller à 500, voilà. 500 pixels. Et on voit, là, quand je clique, c'est l'image avant. Quand je clique pas, c'est l'image après. Vous voyez que ça lisse. Il y en a même une réduction du bruit qui pourra servir, notamment quand on a des images JPEG avec de la compression visible. Ça va lisser. Ça va lisser les grandes surfaces, en fait. Je ne sais pas si vous voyez sur la projection le système ici de réduction du bruit. Bon, ça, c'est une possibilité de lisser l'image là où il y a des grandes surfaces unies pour essayer de minimiser la cata. Ok, mais ça, c'est assez extraordinaire comme méthode. Hein. Le résultat n'est pas génial, mais quand même, quand on passe de ça à ça... Hein. Bon, et donc, j'ai combien de fois plus de pixels? Donc, finalement, je vais me retrouver avec une image de 2400 pixels sur 1600. Combien de fois plus de pixels? En général, on me répond 5. Sauf que, souvenez-vous de l'école primaire, vous avez un rectangle de 2 cm sur 4. On multiplie par 2 les largeurs-hauteur. 4 cm sur 8. Ça fait 4 fois plus de surface. Mais c'est le même principe ici. Quand je multiplie par 5 les largeurs-hauteur de l'image, je multiplie par 25 le nombre de pixels. Il faut réfléchir à ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit ici que je passe d'une image de 1,5 méga à peu près vers une image de 11 mégas. Ok. Voilà donc l'image qui a été agrandie. On est d'accord, hein, c'est extrême ici comme exemple. Hein. Et alors quand je déplace avec l'outil déplacement, je déplace l'IN, et bien maintenant elle est moins grande que tout à l'heure. Elle est combien de fois moins grande? 5 fois moins grande en largeur-hauteur, 25 fois en surface. Hein? D'accord? Mais elle est toujours aussi nette que dans son image d'origine. Alors si vous avez compris ce que je viens d'expliquer là, c'est génial parce que, figurez-vous, il y a des infographistes qui ne comprennent pas ce genre de choses. Ils vous font des travaux nickel, et puis au moment de l'envoyer pour la sortie, ils font une gaffe, ils cafouillent là-dedans et puis leur travail sort pourri. Donc c'est super important de comprendre ce genre de choses. Est-ce qu'avant de faire ce travail-là, les mettre aussi? Ah ben oui, l'idéal c'est de regarder la taille de l'image du décor avant de commencer même à essayer de mettre l'IN dedans, oui. Ouais. Et essayer de trouver un décor similaire avec une meilleure qualité, refaire le shooting. Voilà. Alors c'est super important de comprendre les bases des images numériques. Et je vais vous conseiller là un site, si vous êtes débutant et que toutes ces notions un peu de pixels vous perturbent un peu, et vraiment ce serait intéressant d'aller voir le site que je vais vous montrer. C'est en fait une chaîne YouTube, si ça veut bien arriver, merci. Je vais la taper ici, c'est fait par des Québécois, c'est Idico TV. Donc il suffit de taper dans YouTube ceci, youtube.com/idicotv, et vous allez tomber sur une chaîne vraiment que je trouve super intéressante. Personnellement, moi j'en ai pas besoin parce que je connais déjà, mais
J'ai utilisé ce genre de document il y a 20-25 ans, quand j'ai commencé l'infographie. J'ai utilisé ce genre de document vulgarisateur qui permet de comprendre les bases des images numériques et franchement, ça fait la différence avec les autres qui ne comprennent pas. Par exemple, il y a des gens, quand on leur parle de résolution et de définition, ils ne comprennent pas la différence. Hein. Résolution, définition, ils ne comprennent pas. J'en parlais encore tout à l'heure avec un formateur qui me dit qu'il a eu des problèmes avec un participant qui faisait de la 3D. Il venait pour faire la 3D en formation et ce participant venait du monde de l'impression. Et donc, pour ce participant qui venait du monde de l'impression, la résolution, c'était super important. Alors qu'en fait, quand on fait des images numériques et qu'on ne va pas imprimer, on ne s'en occupe pas du tout de la résolution. Elle peut être de 150 pixels par pouce, 50 pixels par pouce, 3000 pixels par pouce, ça n'a aucune importance. Mais ça, c'est pas évident à comprendre. Je vous avais justement ici une petite vidéo qui vous permet de... entre autres, hein, il y a plein d'autres vidéos intéressantes. Hein. Franchement, si vous êtes débutant, allez voir ça. Dimension de l'image, distinguer la taille, la définition et la résolution. Distinguer la taille, la définition et la résolution. Super. Voilà, parce que c'est trois choses différentes. La taille d'une image, la définition d'une image, la résolution d'une image. Et donc, en fait, pour revenir à notre exercice, ce qu'on a fait ici, c'est modifier la définition de l'image du décor. On a modifié le nombre de pixels qui composent le décor. C'est ce qu'on appelle la définition de l'image. Voilà, artificiellement, on a fait en sorte que l'image du décor soit artificiellement mieux définie. Et c'est artificiel, évidemment. On a utilisé un système dans Photoshop pour multiplier les pixels. Encore une fois, rien ne vaut d'avoir une bonne image dès le départ. Au final, on dirait même que le décor, sans vouloir être bizarre, on dirait même que le décor est même mieux fait maintenant que la gueule. Le décor n'est pas mieux fait. Hein. On voit que c'est grumeleux. Là, je vais montrer un exemple extrême. Si j'imprime un truc pareil ou si je le diffuse sur le web ou si je le mets sur une TV, c'est pourri. Il vaut mieux pas que je mette ma signature. Hein. Voilà. Non, là, vraiment... mais vous avez compris le principe. Hein. Surtout ne pas réduire l'élément que vous amenez parce qu'il est trop grand. Il vaut mieux le supprimer s'il est trop grand et multiplier les pixels du décor récepteur. Évidemment, vous allez peut-être multiplier à 150% et là, ça se verra moins. Là, j'ai fait 500%. 25 fois plus de pixels. Si vous faites 150%, on est à combien hein on est à 3 fois plus à peu près. Hein. Et on ne dégrade pas l'image en multipliant les pixels. Mais c'est toujours ça la question. Est-ce qu'on dégrade l'image? Ben non, on ne dégrade pas l'image, mais on ne l'améliore pas non plus. Hein y a un lissage qui a lieu pour masquer un peu le fait qu'elle est constituée de plus de pixels et qu'on démarre d'une base pauvre. Il y a un lissage que Photoshop fait. Mais... Donc, surtout, ne sortez pas d'ici en vous disant « Oui, le formateur, il a dit on peut prendre des petites images et les agrandir 25 fois plus de pixels et c'est bon. » Ben non, c'est quand on ne peut pas faire autrement. Avez-vous